Le vent souffle sur les ruines d'Athènes comme une voix ancienne. Il caresse les colonnes effritées, passe entre les gradins du Pnyx et frôle les dalles blanchies du Parthénon. Sous cette lumière immuable, on croirait entendre encore les bruissements de voix. Ces voix qui jadis décidèrent du sort d'un peuple. Là, sur cette colline où se rassemblaient les hommes, la parole devint architecture. Chaque mot taillait une pierre, chaque idée élevait une colonne. Ce fut l'aube des mondes, où la cité ne serait pas seulement un lieu, mais une conscience. La démocratie n'était pas née en un jour. Elle avait d'abord germé dans les feux des tribus, puis s'est déposée ici, dans le sol attique, pour y devenir un art. L'art de la parole partagée. Et c'est à Athènes, entre la mer Égée et les collines brûlées de soleil, qu'elle trouva son premier souffle durable. Si les pierres murmurent encore l'écho de cette parole fondatrice, c'est dans l'agora qu'elle allait trouver toute sa pleine résonance, son incarnation vivante. Les Grecs, ces artisans du verbe, ont compris que le langage pouvait fonder un monde. Dans l'agora, ce vaste espace ouvert au cœur de la cité, l'homme cessait de devenir simple habitant. Il devenait citoyen. Ici, l'on ne se contentait pas de vivre ensemble. On décidait ensemble. Le marché, les temples, les tribunaux, les portiques philosophiques, tout respirait le dialogue. Sous les colonnes, les marchands débattaient du prix de l'huile d'olive. À quelques pas, les magistrats discutaient des lois. Et au milieu d'eux, Socrate, ce tailleur de mots, interrogeait, dérangeait et veillait. Parler, disait-il, c'est accoucher de la vérité. La démocratie grecque n'était pas qu'un régime politique. C'était un rite de la parole, une liturgie du débat. La voix n'y appartenait plus au roi ni au prêtre, mais à l'homme ordinaire, celui dont les sandales soulevaient la poussière du sol commun. Mais cette parole libérée ne pouvait exister sans son corollaire, la figure nouvelle du citoyen, cet être politique qui allait incarner la révolution en marche. Mais qui était ce citoyen? Il n'était pas tout homme, hélas. Il fallait être libre, mâle, né d'Athènes, affranchi de toute servitude. Les femmes, les esclaves, les étrangers, ces invisibles du marbre, ne pouvaient franchir la ligne sacrée de la parole politique. Et pourtant, dans cette exclusion, se dessinait une promesse, celle que la liberté un jour s'étendrait. Chaque pas vers la lumière projette son ombre. Les premiers citoyens, conscients ou non, ouvraient un chemin. Ils expérimentaient l'idée prodigieuse à l'époque, selon laquelle la légitimité ne venait plus des dieux, mais du peuple. Le droit de parler était le premier droit de l'homme pensant. Ainsi naquit la conjugaison du kratos au démos, ce peuple qui, pour la première fois, devint sujet de son destin. La démoskratia, le pouvoir du peuple, s'enracina comme une flamme lente, nourrie de débats, de doutes, de contradictions. Toutefois, cette lumière naissante projetait déjà son ombre portée, relevant les absents du banquet démocratique, ceux que la cité brillante préférait oublier dans son élan. Mais les voix manquantes résonnaient dans le silence. Dans les maisons d'Athènes, les femmes tissaient pendant que leurs maris fautaient. Dans les carrières et les champs, les esclaves travaillaient à la gloire d'une liberté dont ils étaient privés. Le marbre des temples portait les mains de ceux qui n'avaient pas droit à la parole. Cette fracture invisible habitait déjà la démocratie naissante. Le peuple, élu pour parler du juste, oubliait ceux qui souffraient en silence. Pourtant, c'est peut-être grâce à eux que la cité pouvait rêver. Chaque système porte ses invisibles comme une dette. Et la démocratie, dès son berceau, fut confrontée à son paradoxe, c'est-à-dire le pouvoir du peuple dans une société où tout le monde ne parle pas. Dans cette tension entre lumière et ombre, des architectes allaient pourtant surgir, capables de donner à la démocratie sa splendeur la plus pure. Périclès, l'orateur au front vaste, monta un jour sur la colline du Pnyx. Son discours, suspendu dans l'air d'Athènes, fit vibrer les âmes. Il parlait du courage, de la liberté, de la grandeur de la cité. Et je cite ces termes.
Notre constitution ne copie pas les lois de nos voisins. C'est nous qui servons de modèle. Sous son gouvernement, Athènes brilla comme une étoile. Les arts, la philosophie, la science s'épanouirent sous l'égide de la parole. Les citoyens siégeaient dans l'ecclésia, votant à main levée, sculptant le destin commun par un geste simple mais sacré. Le théâtre, lui aussi, devint espace démocratique. Sur scène, les tragédies d'Eschyle ou de Sophocle interrogeaient la justice, la tyrannie, le destin. L'agora et le théâtre, voici deux temples pour un même culte, celui du dialogue. Toutefois, cet apogée portait en germe ses propres faiblesses, car la parole, devenue pouvoir, révélait sa face sombre. La parole, quand elle devient pouvoir, porte ses dangers. Dans la ferveur des assemblées, le peuple pouvait être sage ou fou, clairvoyant ou même cruel. La démocratie grecque connut les excès de l'émotion collective. Socrate, le sage, fut condamné à boire de la ciguë par les mêmes citoyens qui l'avaient éclairé, pour dire que le verbe trop libre peut devenir glaive. Et la démocratie comprit qu'entre la liberté et la démesure, il n'y a qu'un souffle. Le peuple n'est pas infaillible, mais il est vivant. Et c'est cette vitalité, parfois tumultueuse, qui fit d'Athènes non un modèle parfait, mais un laboratoire de la conscience humaine. Si Athènes incarnait ce laboratoire du politique, elle n'en détenait pourtant pas l'exclusivité. D'autres foyers, ailleurs, allumaient leur propre flamme. Carthage, avec son sénat de marchands, les conseils des Ioniens, les assemblées de certaines tribus africaines et asiatiques, où la parole circulait déjà en cercle. L'histoire, souvent écrite par les vainqueurs, oublia ces autres agoras. Pourtant, dans les villages bantous, les assemblées sous les arbres à palabres n'étaient pas moins nobles que les débats du Pnyx. Là-bas, on ne débattait pas, on accordait dans un consensus. Pour souligner à nouveau que la démocratie, avant de paraître grecque, était humaine. Elle vivait partout où des hommes et des femmes acceptaient de s'écouter avant d'agir. Ces multiples expériences partageaient pourtant la même vérité, que la liberté a toujours un prix et que la démocratie doit sans cesse composer avec ses contradictions. Oui, le feu de la liberté exige un tribut. Athènes sombra dans la guerre du Péloponnèse, déchirée entre la raison et l'orgueil. Les dieux se taisaient, les citoyens s'affrontaient. Le même peuple qui avait élevé des temples à la sagesse détruisit sa propre œuvre dans les flammes de la discorde. Ainsi, la démocratie découvrit sa première vérité, qui stipule que la liberté sans mesure peut engendrer sa propre chute. Mais de cette cendre renaîtrait un savoir, que la vraie démocratie ne se mesure pas à la perfection des lois, mais à la capacité des hommes à apprendre de leurs erreurs. De cette chute apparente allait pourtant naître une métamorphose, car l'idée démocratique possède cette capacité unique à renaître de ses cendres. Quand Athènes s'éteignit, Rome reprit la torche. La République latine, plus pragmatique, transforma la parole en structure, le débat en institution. Mais le feu grec continuait de briller sous les mâts impériaux, dans les écoles philosophiques, dans les livres des penseurs. Des siècles plus tard, ce feu traverserait le Moyen-Âge, se cacherait dans les cloîtres, se raviverait dans les lumières. Car une idée vraie ne meurt jamais. Elle sommeille toujours dans la mémoire des pierres. Au-delà des institutions et des structures, c'est dans le psyché humain que la révolution démocratique allait laisser sa marque la plus profonde. La démocratie grecque fut plus qu'un régime. Elle fut une révolution intérieure. Pour la première fois, l'homme se regardait non comme sujet d'un roi, mais comme acteur de son destin. Cette mutation psychologique changea tout. Elle donna naissance à la confiance en soi, à la pensée critique, à la responsabilité morale. Quand un citoyen parlait à l'agora, il affirmait sa propre valeur. Et quand il écoutait l'autre, il reconnaissait la dignité de la différence. La leçon du vivre ensemble fut initiée dans ce simple échange de voix qui suggère que je suis libre parce que tu l'es. Cette transformation intérieure allait traverser les siècles pour venir éclairer notre présent, rappelant que l'ombre elle-même peut devenir source de lumière. Au crépuscule de cette époque, les pierres de l'agora se refroidirent. Mais la lumière qui y naquit
continue d'éclairer nos écrans, nos assemblées, nos consciences. Tout débat parlementaire, toute manifestation, toute voix levée sur les places du monde porte encore l'écho de ces pas nus sur les dalles d'Athènes. La démocratie, comme le feu, ne meurt pas. Elle change de forme. De la flamme des torches au scintillement des pixels, elle reste la même quête, celle de faire jaillir la lumière du dialogue dans la nuit du pouvoir. Et c'est ainsi que nous en venons à ces ruines, qui ne sont que les apparences, car l'essentiel demeure, invisible, mais présent. Regardez encore ces ruines. Elles ne sont pas mortes. Elles respirent sous nos pas, comme un cœur ancien. L'agora n'a pas disparu. Elle s'est multipliée. Elle est dans les rues, dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans chaque lieu où l'on ose parler pour bâtir ensemble. Et peut-être qu'un jour, au-delà des écrans et des frontières, le murmure des pierres d'Athènes rejoindra les voix de tous les peuples, dans un seul et même feu, celui de la parole humaine, libre, fragile, éternelle. Le troisième mouvement de notre grande symphonie, de la parole partagée, se poursuit. Parce que si le feu des origines fut la naissance de la parole et l'agora, son élévation dans la lumière, devrait suivre l'âge des cendres, celui où la flamme semble s'éteindre, mais où la mémoire veille. Le vent souffle sur les ruines.